La Chambre du Parlement a évoqué aujourd'hui la question des dépassements budgétaires en 2020. Le Sénat regrette que ces recommandations n'aient pas été prises en compte et exige des explications. Le député Manara a, contre l'avis de sa famille politique, le FCC, déposé une proposition des membres du bureau de la CENI pour le compte de l'opposition. Il dit répondre à un appel du président de la République pour la réussite du processus électoral. Tete Njungandeke a rendu l'âme ce mercredi à Kinshasa. Elle s'était rendue célèbre dans les années 90 avec son tube Célibat et Koi qui a retenti plusieurs années après dans toutes les fêtes à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'exécution du budget 2020 n'a été rigoureuse. Le Sénat a fait le constat lors de l'examen et le vote du projet de loi portant réédition de comptes de l'exercice 2020. C'était au cours de la plénière du mardi 14 décembre. La Chambre haute du Parlement exige que lumière soit faite par le gouvernement. Les élus des élus ont constaté que leurs observations et recommandations formulées n'ont pas été prises en compte par le gouvernement dans l'exécution du budget 2020. Plus grave encore, il a été relevé que sur les 700 projets prévus en 2020, seuls 41 ont été réalisés. De quoi révolter les sénateurs. Pour Modeste Batilukwebo, le président du bureau, sa chambre ne va plus accepter pareil dérapage et promet de diligenter des enquêtes afin de voir clair dans l'utilisation des fonds alloués à ces projets. Le Sénat voudrait aller plus loin, jusqu'à saisir la justice conformément à l'article 190 de son règlement intérieur. Je voudrais sincèrement attirer l'attention de tous les gestionnaires. Ici, ce n'est pas seulement le gouvernement, mais tous les gestionnaires, tous ceux qui émargent au budget de l'État, pour que nous sachions une fois pour toutes qu'il s'agit d'une loi et cette loi doit être observée par tout le monde. Plus grave, on avait prévu pour le 708 160 milliards de francs, mais on est allé à 200 milliards pour ne réaliser que 41 projets. Est-ce qu'on peut nous prendre au sérieux? Il faut que les gestionnaires le sachent. Parce que cette fois-ci, nous serons obligés de saisir la justice au bout de nos enquêtes. Tout de même, le Sénat a voté en termes non identiques avec l'Assemblée nationale ce projet de loi. Une commission paritaire mixte Sénat-Assemblée nationale sera mise en place pour dégager un rapport commun. Bonne nouvelle pour le président de la République, mais moins bonne pour l'opposition parlementaire. Dans le FCC, le député Didi Manara a transmis au bureau de la Chambre basse une liste des délégués pour compléter le bureau de la CENI. Sa famille politique, qui l'a exclu quelques heures plus tôt, dit ne pas prendre en considération cette opération, pendant que lui affirme privilégier l'intérêt de la République. Ils disent avoir répondu à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de permettre le bon déroulement du processus électoral. Une frange de l'opposition congolaise a déposé au bureau de l'Assemblée nationale leurs propositions des candidats membres au bureau et à la plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Et parmi ces lots figure Didi Manara, et à la tête de ce consortium des députés nationaux, membres de l'opposition parlementaire. Un procès verbal portant désignation de ce membre qui devront combler les vides vacants réservés à l'opposition a été déposé. Un consortium d'élus, membres de l'opposition parlementaire, un grand nombre de députés, nous venons de déposer notre procès verbal portant désignation des membres de l'opposition parlementaire devant faire partie de l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante. Réagissant à sa déchéance au poste du président du groupe parlementaire PPRD, Didi Manara n'a pas voulu accorder plus d'importance à cette question et a dénoncé les manœuvres de certains membres du parti. J'ai appris ça par les réseaux sociaux parce que moi-même je ne sais pas quand ça s'est passé. J'ai lu comme tout le monde, mais ça n'est pas le dossier aujourd'hui. Je crois que nous sommes venus déposer notre procès verbal pour que le pays avance.
Selon plusieurs sources à l'Assemblée nationale, les députés nationaux de l'opposition ont déposé les noms de Didi Manara, PPRD, au poste de deuxième vice-président, Ida Kitoa, PPRD, questeur, et Nelly Mwinga, ACO, membre. Réagissant à ces dépôts de candidatures au poste de deuxième vice-président de la CENI, François Nzekouye dit que le Front commun pour le Congo n'est pas concerné, ni encore moins le groupe parlementaire PPRD qu'il dirige, car le bureau de l'Assemblée nationale étant déjà saisi. Une frange de la jeunesse du Maniema soutient la position du député national Manara, qu'elle considère comme un geste salutaire. Ces jeunes, dans une déclaration rendue publique ce mercredi à Kinshasa, dénoncent toute voix dissidente à cette position, notamment celle de la famille politique de l'élu. Suivons avec attention particulière l'évolution politique dans notre pays, spécialement la question relative à la composition du bureau de la CENI. Nus par la volonté collective d'organiser les élections transparentes, libres et à date, convaincus que les peuples souffrent à cause des ambitions partisanes de certains politiciens, convaincus que les élections restent la voie royale pour accéder au pouvoir dans toute démocratie. Constatons que par la province du Maniema n'est pas valablement représentée dans les institutions du pays. Venons de suivre l'acte hautement patriotique posé par l'honorable Manara Linga Didi, qui vient de déposer la liste de membres de l'opposition du bureau de la CENI. Et faisons la déclaration suivante. Soutenons, appuyons totalement la démarche entreprise par l'honorable Manara Linga pour l'intérêt supérieur de la nation. Réaffirmons notre volonté de l'accompagner dans son combat jusqu'à la victoire. Le Maniema a toujours été la tête et non la queue. Le groupe Glencore a organisé une journée d'échange sur les différentes réalisations en République démocratique du Congo, un exercice durant lequel le groupe a démontré comment il contribue au budget national. C'était en présence du Premier ministre et autres hauts responsables du pays. Glencore RDC a organisé une journée d'échange autour de ses activités en République démocratique du Congo. Question de mettre au clair ce que ce groupe fait en RDC et plus particulièrement au Lualaba. Le Premier ministre Samalou Kondé a rehaussé de sa présence à ces assises qui ont connu la participation des hauts responsables des Glencore venus notamment de la Suisse, du Katanga et aussi des Lualaba. Dans ce mot de circonstances, Madame Marie-Chantal Kaninda, vice-présidente des Glencore RDC, a inscrit cette journée dans le désir permanent d'information et de dialogue, sans lesquels aucun avancement n'est envisageable. À ce jour, Glencore a investi en République démocratique du Congo près de 8 milliards de dollars, selon Madame Chantal Kaninda. S'agissant de la contribution des Glencore au budget de l'État et au développement de la RDC en 2020, le paiement du groupe au gouvernement de la RDC ont représenté environ 434 millions de dollars. Et en 2021, les prévisions des paiements au fisc congolais devraient être plus élevées par rapport à l'exercice 2020. En 2020, Glencore a donné à la province du Lualaba l'équivalent de plus d'1 million de dollars en équipements médicaux pour justement combattre le Covid. Profitant de cette occasion, Samalou Kondé a salué les investissements des Glencore en République démocratique du Congo et a rappelé sa détermination à œuvrer pour améliorer et crédibiliser la chaîne des valeurs dans l'exploitation du cobalt. Revenons sur le discours sur l'état de la nation prononcé par le chef de l'État devant le Congrès. Félix Tshisekedi a salué entre autres la discipline budgétaire dont ont fait preuve les ministres d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, et son collègue des Finances, Nicolas Kazadi. Déjà en 2021, la stricte observance de la discipline budgétaire nous a permis, pour la première fois de l'histoire de notre pays, d'atteindre et même de dépasser les assignations budgétaires, conduisant ainsi à des recettes additionnelles de plus de 2 milliards de dollars américains. Cette performance doit nous motiver
pour continuer à mobiliser davantage nos recettes internes. Ces performances donc ont été réalisées grâce également à la discipline, la rigueur et l'orthodoxie financière dans la gestion des dépenses publiques, affichées par deux warriors du gouvernement Samalou Kondé et Meboji Sangara, ministre d'État en charge du budget, et Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Des prouesses réalistes constatées dans l'évolution de la situation économique avec un impact direct marqué par l'amélioration de la croissance, l'embellie des cours des principales matières premières d'exportation du pays et la mobilisation accrue des recettes courantes avec comme conséquence positive l'évolution favorable de la situation économique et budgétaire en RDC qui augure des perspectives heureuses quant à la mobilisation des ressources publiques internes et la prise en compte des actions sociales et humanitaires. De quoi être fier pour le tandem Boji-Kazadi, respectivement encadreur, liquidateur des dépenses publiques et argentier national, qui prouve à la face du monde que grâce à la lutte contre les antivaleurs au sein des régies financières, dans l'atteinte des assignations et la discipline dans l'encadrement des dépenses de l'État, la République démocratique du Congo peut compter sur ses ressources internes afin de matérialiser la vision sociale du chef de l'État exprimée dans son programme « Le peuple d'abord ». Gestion des provinces, un invité dans ce journal en la personne de Claudel Chikamba que vous connaissez très bien, mais aujourd'hui sous sa casquette d'acteur politique. Bonsoir et bienvenue. Avec vous, on va évoquer la situation du Haut-Katanga. Bonsoir, merci pour votre invitation. D'entrée de jeu, la première question, est-ce que vous avez personnellement constaté en cette année 2021 qui est en train de se clôturer des actions de grande envergure dans la politique du gouvernement provincial? Oui, bien sûr. Et je crois que la première des choses, d'abord, c'est commencer par féliciter le gouverneur du Haut-Katanga, l'honorable Jacques Kiaboula Kato et tout son gouvernement provincial pour les actions qui ont été entreprises. D'abord, la première action au niveau politique, vous avez suivi le président de la République qui a parlé de ce constat désolant des 14 provinces sur le 26 de la République qui sont secouées par une instabilité criante. Mais le Haut-Katanga, Jacques Kiaboula appliquant les recommandations de M. le président de la République, vous voyez, il y a une paix institutionnelle, une cohabitation pacifique entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, ce qui a permis d'ailleurs de pouvoir accomplir beaucoup d'actions de grande envergure au courant de l'année 2021. Je m'en vais y aller très rapidement. Vous savez que ventre affamé n'a point d'oreille, mais depuis 2020, le prix de la farine de maïs a été stabilisé grâce à une politique agricole aujourd'hui de subvention en intrants agricoles des opérateurs dans les secteurs. Et donc ce côté-là est maîtrisé. Aujourd'hui, la farine de maïs, on peut l'acheter facilement entre 20 000 et 25 000 francs congolais, contre 80 000 francs congolais il y a peu, parce que la province du Haut-Katanga dépendait de la Zambie. Vous avez beaucoup de travaux qui ont été effectués, commencés et achevés. Pas de travaux, des chantiers qui ne se terminent jamais. Le boulevard Tshisekedi, l'ancienne chaussée de Kasenga, vous avez la route Kassapa, vous avez le boulevard Kamangola qui sera achevé. Il y en a certainement beaucoup. On aura le temps de les citer peut-être prochainement, mais il y a une autre question qui dérange. Comment, malgré tout ce que vous évoquez, la paix sociale, les projets de grande envergure, il y a quand même certains notables Haut-Katangais, plus précisément, qui montent au créneau pour dire que l'action du gouverneur Kiaboula est nulle. Vous n'êtes pas... il faudrait ici dénoncer de la manière la plus énergique l'intoxication. Demain, à Lubumbashi, 16 décembre, il n'y aura pas de meeting. Premièrement, parce que le maire de la ville de Lubumbashi a interdit, parce qu'il y a 3 organisateurs de meeting qui ont demandé qu'il y ait un meeting à la même place. Et deuxièmement, le meeting annoncé par un élu député national de Kipushi est un meeting sans objet. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on est député national, je crois que la correspondance, c'est le gouvernement de la République. Vous pouvez vous imaginer un député national, au lieu de se poser des questions sur ce que le gouvernement de la République fait dans sa circonscription électorale, se substituer aux élus provinciaux pour se poser la question de savoir ce que le gouvernement provincial fait. Mais nonobstant cela, nonobstant cette hérésie, le gouvernement provincial a posé beaucoup d'actions pour la cité de Kipushi, l'asphaltage de l'avenue Mobutu, la lutte anti-érosive sur l'avenue, la grande route entre Lubumbashi et Kipushi qui était coupée en deux, l'intervention stratégique qui a fait que la circulation a repris, mais bien d'autres actions. Et donc aujourd'hui, il faut noter qu'il y a cette sorte d'agitation
n'est-ce pas, en vertu bien sûr de 2023, certains politiciens constatant que dans leur propre circonscription électorale, ils n'y sont plus avec beaucoup d'ancrage, ils préfèrent agiter la mare en se substituant à d'autres. Tenez, le Haut-Katanga, grâce au leadership de Jacques Yabula Kattoué, aujourd'hui, n'a pas connu ni des motions de censure, ni des motions de défiance, encore moins des questions orales adressées au gouvernement provincial, aux membres du gouvernement. La paix institutionnelle entre les deux structures, entre les deux institutions, permet de comprendre que tout marche très bien et aujourd'hui la population qui n'ira pas d'ailleurs à ce meeting parce que c'est une distraction, cette population note avec satisfaction que le gouverneur provincial fait son travail. Puisque vous semblez être très bien informé, est-ce que vous êtes au courant des actions de la politique du gouverneur Jacques Yabula pour l'année 2022 qui va commencer? Je ne vous ai pas entendu parler de la sécurité, par exemple. Mais la sécurité, parce que vous m'aviez coupé la parole, mais vous savez que à Lubumbashi, il y a de cela 3 ans, 4 ans, c'était très difficile de passer nuit chez soi à la maison parce qu'il y avait des bruits de canons. Chaque fois, c'était des bandits qui entraient violents, tuant, cambriolants dans les ménages. Mais aujourd'hui, demandez à ceux qui habitent Lubumbashi, la paix est revenue. Le gouverneur Jacques Yabula, suivant toutes les instructions du président de la République, à savoir qu'il faut mettre l'homme au centre de son action, a appliqué strictement cela. Et aujourd'hui, la paix est revenue à Lubumbashi. Informez-vous. Et donc, si quelqu'un vous dit que rien ne marche à Lubumbashi, c'est une récupération politicienne pour des agendas inavoués. Alors maintenant, pour 2022, non seulement qu'il faut d'abord féliciter le fait que le chef de l'État a repris dans son discours sur l'état de la nation des travaux qui ont été réalisés dans le Haut-Katanga, notamment les butimages de la route qui va de Lubumbashi jusqu'à Sakania, mais il faut savoir que pour 2022, il y a des grands projets. Le grand projet de la construction pour la première fois dans l'histoire de la route de contournement, afin que les camions ne passent plus dans la ville de Likasi pour détruire, bien sûr, parce qu'on réhabilitait, mais la voirie était toujours détruite par les gros camions. Alors cette fois-ci, il y a un grand projet qui est déjà d'ailleurs en cours, de construction de la route de contournement qui va passer, donc les camions vont contourner la ville de Likasi pour aller à Kolwezi, bien vice-versa. Au-delà de ça, mais c'est le parachèvement de tous les chantiers qui ont déjà commencé. D'abord, il faut consolider, n'est-ce pas, les acquis, notamment avec la stabilité des prix pour la farine. Il faut aujourd'hui terminer avec toute la voirie de la ville de Kasumbalesa, on n'en a pas parlé, avec l'avenue Les Mérites, le gouverneur y était récemment, les travaux de réhabilitation et de construction ont continué, ont commencé et vont être terminés. Pour la ville montagneuse de Likasi, les avenues qui avaient déjà été réhabilitées, mais on va finaliser, et non seulement qu'on va finaliser ces avenues-là, au-delà de ça, on n'a pas parlé des infrastructures sportives, le basket, le stadium Jacques Yabula de Likasi, le stade Kikula qui a revêtu pour la première fois sa pelouse synthétique, et donc il y a beaucoup de projets qui sont en cours et qui vont finaliser avec une action notamment en même temps sur les territoires de Kasenga et de Pueto pour couronner. Merci beaucoup, Maître Claudel Chikamba. J'espère qu'on aura le temps plus prochainement de parler de toutes ces actions et que cela profitera à la population du Haut-Katanga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Autre chose à présent, la Fédération des scouts du Congo a remis le diplôme de mérite à Augustin Matata Pogno et l'a coopté comme son membre d'honneur, une manière pour elle de reconnaître les valeurs incarnées par le sénateur, ancien Premier ministre, qui s'est dit très honoré par ce geste. Ces actions dans le Maniema et dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo ne laissent personne indifférente. Augustin Matata Pogno a été coopté comme membre d'honneur de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo. Et par l'occasion, il lui a été remis un diplôme de mérite pour ses œuvres titanesques contribuant au développement de la jeunesse. La Fédération des scouts de la République démocratique du Congo, FESCOAS, la sigle, procède ce jour à la cooptation de l'honorable sénateur Augustin Matata Pogno en qualité de membre d'honneur, conformément à l'article 9, alinéa 3 de nos statuts. Augustin Matata Pogno s'est dit être dévoué à ce mouvement qui, selon lui, contribue à la prise en charge de la jeunesse pour la transformation du monde. Parce que ce mouvement a pour mission de réveiller le potentiel du progrès de l'humanité qui dort dans le cœur des jeunes. Et la meilleure énergie, elle est dans la jeunesse. Le meilleur sacrifice, ce sont les jeunes. Regardez, monsieur le commissaire général, ceux qui pilotent les avions de guerre, ceux qui pilotent les bateaux, ce sont des jeunes. Parce que ceux-là ont encore l'énergie
pour le sacrifice. La FESCO a, selon le comité directeur, tenu compte des valeurs qu'incarne Augustin Matata Ponyo dans la gestion de la chose publique, ce qui a motivé cette reconnaissance à l'endroit du sénateur. Un lauréat du secondaire de l'année scolaire 2020-2021 de la ville de Kindu au Maniema vient de bénéficier d'une bourse d'études, l'œuvre et de la fondation Justin Kamango Tabena pour lui permettre de bien démarrer l'année académique. Il s'appelle Jafari Lukulu Michel, lauréat de l'examen d'État édition 2020-2021 au complexe scolaire Mapon de Kindu. Âgé de 18 ans et ayant décroché son diplôme d'État avec 75%, ce jeune garçon vient de bénéficier d'une somme de $500 américains et ses trophées de la part de la fondation Justin Kamango Tabena. Ceci pour lui permettre de s'inscrire dans une université de la place et payer les frais académiques. Émotionné par ces gestes de la fondation JKT, le bénéficiaire a dû remercier son donateur tout en lui demandant son accompagnement. Je dois remercier la fondation Justin Kamango Tabena parce que ça c'est une aide qui va me servir. Bientôt là nous allons commencer l'université et je crois que je serai mieux préparé avec cet argent. Pour sa mère, ce sont des pleurs de joie. Ses prières ont été exaucées par Dieu, envie d'aider cet orphelin. Ainsi, le président du conseil d'administration de la fondation qui porte son nom justifie ces gestes par une motivation à booster les lauréats à aller de l'avant. Nous on offre cet argent à un jeune qui s'est donné aux examens d'État et réussir avec une distinction. Ce n'est pas parce que nous sommes les mieux nantis de la ville, mais plutôt que nous rêvons grand. Pour rappel, Jafari Lukulu Michel est le troisième lauréat de la province du Maniema à bénéficier de l'assistance de la fondation JC Kamango qui, dans les jours prochains, compte étendre ses bourses dans les écoles secondaires de la province du Maniema. Certification des produits contrôlés aux frontières de la cité de Zongo. La province du Nord-Ubangi sera dotée de 2 édifices qui permettront d'abriter le siège administratif et le laboratoire de l'ECC dans la région. La pose de la première pierre a été effectuée par le directeur général ad intérim Gabi Loubiba. Les plans de développement lancés par les directeurs ad intérim de l'OCC, Gabi Loubiba Mampouya, n'a pas laissé un coin du territoire national à l'écart. C'est le cas des Zongo, grande cité urbaine à la frontière entre la République démocratique du Congo et Centrafrique. Zongo va bientôt être doté de 2 nouveaux bâtiments modernes dédiés à l'administration et au laboratoire d'analyse de l'OCC. Le directeur général ad intérim Gabi Loubiba Mampouya avait effectué les déplacements des Zongo dans la province du Nord-Ubangi pour la pose de la première pierre avec effet immédiat pour l'érection des édifices. L'Office congolais de contrôle, qui est un maillon important de la zone de l'échange continentale africaine, est chargé d'assurer la qualité et la conformité des produits qui entrent et qui sortent de notre pays. Des retours à Kinshasa, déterminés à matérialiser la vision du chef de l'État dans le domaine du social, le directeur général ad intérim de l'OCC a ordonné le dispatching des aliments dans toutes les agences OCC sur toute l'étendue de la République. C'est là, dans le cadre de fêtes de fin d'année. Ce qui réjouit les agents de l'OCC qui qualifient Gabi Loubiba Mampouya de l'homme qu'il faut là, ce qu'il faut. Fils maison, Ayebi va passer à peuple. Nous avons monté. Toutes les gratifications, tous soso, tous loso, tous le 25 à tous maman, le 25 et le 20 à tous maman salaire à décembre. Remise et reprise à la direction des douanes et assises des GDA, Blandine Kawanda est désormais directeur général en remplacement de Jean-Baptiste Kongolo qui assumait l'intérim depuis 2020. La cérémonie a eu lieu ce mardi au siège de cette régie financière à Kinshasa. À la direction générale de douanes et axes de GDA, c'est désormais une femme qui est aux commandes pour la toute première fois dans l'histoire de cette régie financière. Il s'agit de Blandine Kawanda Walwom qui a officiellement pris ses fonctions de directeur général de la DGDA ce mardi 14 décembre 2021.
C'était à l'occasion de la cérémonie des remises et reprises avec le directeur général intérimaire sortant Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, organisée dans la salle des réunions au siège de la douane congolaise, en présence du directeur de cabinet du ministre des Finances. Qu'il me soit permis de tout cœur d'exprimer ma gratitude à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir placé sa confiance en ma modeste personne. Je mesure bien évidemment l'ampleur de la tâche qui m'attend. À cet effet, je prends l'engagement avec beaucoup de détermination, en comptant sur le soutien sans faille de mes deux adjoints, à inscrire toutes les actions à mener dans la droite ligne de la vision du chef de l'État et des orientations de la politique du gouvernement. La nouvelle patronne de la DGDA a été nommée par le chef de l'État après avoir travaillé durant plusieurs années à la tête de la représentation de la douane congolaise à l'Organisation mondiale des douanes OMD à Bruxelles en Belgique. Nous sommes convaincus que Madame va déplacer les montagnes. Au poste de directeur général adjoint chargé des questions techniques, c'est Bernard Kabese Moussangu qui a officiellement remplacé Simon Urbanzuka Mapengo. Jean-Louis Baouna est le nouveau directeur général adjoint en charge de l'administration et finances. Clôture des travaux de la commission interministérielle chargée d'examiner les cahiers des charges des entreprises minières œuvrant dans le Holomami après le dernier moratoire leur accordé. Elles n'ont pas répondu à la table des négociations. La commission réserve la primeur au gouverneur Aïe Kabamba Ilunga pour des éventuelles sanctions. Malgré les derniers moratoires leur accordés, les entreprises minières Mining Mineral Resources, Crown Mining n'ont pas répondu à la table des négociations avec la commission interministérielle statuant sur les cahiers des charges mis en place par le gouvernement provincial que dirige Kabamba Ilunga Batame, car ces entreprises opèrent dans le Holomami depuis 2009 et 2013 et ne disposent d'aucun cahier des charges, c'est là en violation des articles 71 et 286 du Code minier et 414 du règlement minier. Cette attitude n'a pas plu au gouvernement provincial car ces activités minières impactent négativement sur l'environnement. Après les derniers moratoires du 7 décembre 2021 pour se présenter au 14 décembre à 10h30, Mining Mineral Resources et Crown Mining ont brillé par leur absence. Parce que la primaire est réservée au Conseil des ministres qui nous a institués. Mais ce que vous devez savoir, c'est que tout a changé, des décisions ont été prises et dans les jours à venir ou dans les heures qui suivent, ça va tomber. La population doit espérer parce que vous savez avec le gouvernement Kabamba Wabatame, avec le ministre Arsène Moukadi Kintoun Tanki, ils sont en train de mouiller les maillons pour qu'on gère autrement, pour que les choses changent. Et vous ne serez pas déçus. D'ici là, vous constaterez que le dossier cahier de charges est en train de trouver des solutions, contrairement à ce qui a été fait dans le passé. Des conséquences doivent être tirées, ont décidé les membres de la commission qui ont réservé la primeur au Conseil provincial des ministres pour des dispositions idoines. Un nouveau navire dans le domaine du transport fluvial congolais, le bateau MB Andirena 1, a été inauguré ce mercredi sur le fleuve Congo. En 1 année et 3 mois de construction, cette réalisation de la société Andirena SARL sera spécifique à la navigation sur le fleuve du trajet Kinshasa-Kisangani. C'est dans une ambiance particulière que ces nouveaux bijoux du transport fluvial congolais, le bateau MB Andirena 1, a été inauguré. En présence de la patronne de la société Andirena SARL, Angèle Mbouyika Songo, et de plusieurs personnalités invitées dont le ministre provincial des infrastructures, l'administrateur gérant s'est félicité de la construction de cet édifice en 1 année 3 mois. Le bateau Andirena 1, MB Andirena 1 que nous avons l'honneur d'inaugurer en ce jour, est une réalisation de la succursale de Andirena Kinshasa. Je voudrais donc saisir cette opportunité au nom de Madame la patronne pour féliciter toute l'équipe de Kinshasa qui a travaillé autour de Monsieur le directeur Max Massarou. Ensuite, l'ingénieur constructeur du bateau a présenté techniquement cet ouvrage. La longueur est de 21 mètres, la largeur est de 7 mètres
il faut savoir que mon bateau peut naviguer au moins 17 jours. En ce qui concerne la montée, pour la descente, c'est moins encore de 17 jours. Hormis les chargements et les déchargements. Ayant apprécié cette initiative féminine, le ministre provincial des infrastructures a procédé à la coupure du ruban symbolique, suivi d'une visite guidée des équipements de cette réalisation et d'une randonnée à bord de ces bateaux sur le fleuve Congo. Il faut noter que le bateau MB Andirena 1 est l'œuvre de la succursale Kinshasa de Andirena SRL, cette société multisectorielle sous le leadership de Angel Mbouyika Songo, ayant vu les jours dans la province de la Chopo, précisément dans la ville de Kisangani. Il y a 5 ans, Charles Mwando Simba mourait après une carrière politique honorable. À cette occasion, une double cérémonie a été organisée pour le vernissage d'un ouvrage qui reprend son combat politique et social, mais aussi une messe d'action des grâces en présence de plusieurs autorités. Au cours de cette messe d'action de grâce, célébrant le 5e anniversaire de la disparition du patriarche Charles Mwando Simba, une figure de proue de la vie politique en République démocratique du Congo, plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, les membres du gouvernement, les députés nationaux et sénateurs et autres dignitaires y ont pris part. Ministre dans différents gouvernements, Feu Charles Mwando Simba a aussi occupé plusieurs autres hautes fonctions dont la gestion de la chose publique mérite d'être rappelée par le célébrant de la messe. Premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, dernier poste politique occupé avant sa mort, cet anniversaire a été une occasion pour sa famille biologique de voir sa mémoire être honorée par l'État congolais. En dehors de remerciement, c'est de dire au bureau de l'Assemblée nationale aujourd'hui de permettre à la famille Mwando de clôturer son deuil. La veuve, les enfants attendent depuis 2015 que la famille reçoive le décompte final du premier vice-président qu'il a été. Autre temps fort de cette journée fut la cérémonie de présentation au public et du vernissage du livre biographique intitulé « L'action politique en République démocratique du Congo, Charles Mwando Simba, un repère » par le professeur Émile Bongeli, ouvrage de Jean-Pierre Songolo qui retrace le parcours, le combat politique et social de Feu Charles Mwando Simba, un motif de satisfaction pour l'auteur. Aujourd'hui, je suis soulagé. C'est le sénateur José Ndundu qui a porté ces nouveaux-nés du monde littéraire sur les fonds baptismaux. La société de télécommunications Orange RDC vient de signer un partenariat avec la Robank à Kinshasa. C'était également une occasion pour ce réseau de téléphonie mobile de lancer l'offre Crédit Orange Énergie. Cette plateforme innovante d'énergie solaire permet à toute personne de profiter d'un accès illimité de l'électricité. À travers ce partenariat, Orange veut accompagner le gouvernement congolais dans le domaine de l'énergie électrique. L'objectif est d'arriver à électrifier d'ici 2024 au moins 30% de la population congolaise. Il faut noter que, malgré son potentiel hydroélectrique, la République démocratique du Congo affiche l'un des taux d'accès à l'électricité le plus faible du monde. Ce projet pourra être possible grâce à un paiement suivant un crédit mis en place par les banques. Et pour obtenir ces kits solaires à crédit, il convient de se présenter dans l'une des boutiques Orange pour choisir un kit Orange Energy Gold ou Premium, puis se rendre dans une agence Robank avec la facture pour obtenir les crédits qui financera l'acquisition de son kit Orange Énergie. C'est ainsi qu'Orange et la Robank ont décidé de conclure un partenariat pour aboutir à la réalisation de ce grand projet. Aujourd'hui, je pense que le système bancaire est en train d'être d'évoluer. Et donc, aujourd'hui, on a une grande masse des fonctionnaires qui sont payés à travers les banques. Donc, c'est une facilité d'avoir un crédit. Tout le monde aimerait avoir un crédit pour obtenir tous les produits que l'on vend aujourd'hui. Donc, ça serait vraiment une facilité que tout client de la Robank ou potentiels clients qui viennent dans les boutiques Orange viendraient saisir l'occasion. De son côté, la Robank s'est réjouie du partenariat puisque l'offre crédit Orange Énergie répond à sa responsabilité sociétale. Déjà, c'est une joie de vivre aujourd'hui ces partenariats scellés. Aujourd'hui, l'ensemble de la population congolaise peut savoir qu'elle peut accéder à des produits privilégiant l'énergie verte via la Robank, via ces partenariats scellés avec Orange Énergie.
L'efficacité énergétique en République démocratique du Congo devient désormais l'une des priorités de cette entreprise des télécommunications et cette institution bancaire. Sa chanson culte est jouée depuis plusieurs années dans chacun des mariages dans le pays et la sous-région. Tété Njonga Ndeke a rendu l'âme ce mercredi après avoir longtemps lutté contre la maladie. Comme je le disais tout à l'heure, les Congolais se souviendront toujours de sa chanson Célibat Ekweyi, dont on vous propose un extrait pour clore ce journal. Voilà, que son âme repose en paix. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La Chambre haute du Parlement a évoqué aujourd'hui la question des dépassements budgétaires en 2020. Le Sénat regrette que ces recommandations n'aient pas été prises en compte et exige des explications. Le député Manara a, contre l'avis de sa famille politique, le FCC déposé une proposition des membres du bureau de la CENI pour le compte de l'opposition. Il dit répondre à un appel du président de la République pour la réussite du processus électoral. Tété Njonga Ndeke a rendu l'âme ce mercredi à Kinshasa. Elle s'était rendue célèbre dans les années 90 avec son tube Célibat Ekweyi qui a retenti plusieurs années après dans toutes les fêtes à travers le monde. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.